Bonjour, je suis heureuse de présenter aujourd'hui un exposé sur la versification de François Villon destiné en priorité aux collègues devant assurer l'an prochain la préparation aux agrégations de lettres. Cet exposé vise à situer Villon dans son siècle afin de dessiner les contours d'une normalité formelle et de faire comprendre les choix particuliers de l'auteur à commenter sur le plan littéraire. Cet exposé est complété par deux documents. D'une part, j'ai établi une liste de précisions et de corrections permettant de lire dans l'édition de Jean-Claude Multhaler, au programme, un texte régulier sur le plan de la versification. Par ailleurs, j'ai établi un polycopié de 5 pages qu'il faudra consulter en m'écoutant et qui devrait apparaître normalement en petit sur l'image. Tout d'abord, en introduction, je vais présenter le cadre d'une étude de la versification du XVe siècle. La poésie lyrique du XIVe et du XVe siècle est marquée par deux tendances formelles, le dit narratif et le poème à forme fixe. Le dit narratif est constitué d'une forme simple. Les rimes plates, souvent pratiquées au XIVe siècle, laissent progressivement la place au XVe aux strophes, répétées des dizaines, voire des centaines de fois, selon la volonté du poète. Les formes dites fixes sont le laid, le virelet, le rondeau et la ballade. Une synthèse est possible entre ces deux tendances, c'est le dit à insertion lyrique. L'étude de ces formes se fondera naturellement sur deux sources, les textes médiévaux et la critique moderne. La conscience formelle des poètes du XIVe et du XVe siècle semble se réduire aux formes fixes. Les arts poétiques n'abordent pas la question du dit, ni celle de l'insertion. Au-delà de la question du vers et de la rime, les traités décrivent essentiellement l'art de composer des ballades, des rondeaux, des lais et des virelais. On trouvera à la page 1 du polycopié la liste des arts poétiques conservés écrits en langue d'Oïl, classés par ordre chronologique. Alors, en tête de la liste, Guillaume de Machaut a écrit à la fin de sa vie un prologue général de ses œuvres complètes, où un discours allégorique permet d'exposer une théorie sur la nature de la poésie fondée sur la joie amoureuse. Son dit, qui s'intitule « Le remède de fortune », se présente en revanche comme un art poétique pratique, qui insère un exemple remarquable de chacune des formes poétiques à la mode, tout en illustrant le parcours nécessaire de l'amour courtois, vécu avec patience par un amant poète, guidé par espérance. Guillaume de Machaut peut être considéré comme l'inventeur des formes fixes sous une forme courtoise et chantée, et dont il a fait ses chefs-d'œuvre. Eustache Deschamps, son successeur, est le vrai théoricien de ces formes fixes et sans doute l'inventeur de l'art poétique moderne. L'art de dictée, premier art poétique conservé en langue d'Oïl, n'est connu aujourd'hui que par deux manuscrits, celui des œuvres complètes de Deschamps et un autre manuscrit qui rassemble un vaste ensemble de poèmes à forme fixe, dont beaucoup sont de Deschamps. Le texte donne bien sûr une clé de lecture interne à l'œuvre de Deschamps, mais il est aussi un manifeste en faveur d'une nouvelle école lyrique dont Machaut et Deschamps sont les fondateurs. L'art de dictée associe une première partie théorique et une deuxième partie qui décrit différents exemples. Selon Deschamps, la poésie n'est plus nécessairement courtoise. Elle peut choisir d'autres thèmes que la célébration de l'amour. Par ailleurs, la poésie n'est plus nécessairement accompagnée de musique, elle n'est plus chantée. Deschamps ne prend pas la peine de définir les formes, et ses consignes sont de simples remarques qui servent à mettre en valeur les prouesses de versification et l'espace de liberté laissé aux poètes. Les formes fixes apparaissent comme le lieu exclusif de l'écriture poétique. Les textes théoriques de versification se multiplient au cours du XVe siècle et jusqu'au début du XVIe siècle. Alors on en voit la liste dans l'exemplier. Ils se copient souvent les uns les autres et se limitent désormais à une approche technique. Ces arts de seconde rhétorique se présentent comme des aides à la composition ou à la lecture. Le traité de l'instructif ouvre la très vaste anthologie publiée en 1501 par Antoine Vérard, Le jardin de plaisance et fleurs de rhétorique.
Celui de Jean Molinet accompagne, lui, une œuvre poétique personnelle dans un manuscrit, mais il a aussi été diffusé seul. François Villon est un auteur médiéval tardif. Il bénéficie d'un vaste héritage transmis par une mémoire orale et écrite. On trouvera à la page 2 du polycopier la liste des poètes de l'école lyrique française de la fin du Moyen-Âge, classés par ordre chronologique. On sait que Villon a fréquenté la cour de Charles d'Orléans. Charles connaissait nécessairement Eustache Deschamps, mort vers 1404, quand il avait 10 ans, après avoir été toute sa vie au service de son père, Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. L'influence de Deschamps sur la poésie de Villon, pour être restée implicite, n'en est pas moins frappante. Plus largement, Villon écrit des ballades comme 4 générations de poètes avant lui. Villon compose aussi des dystrophiques sous l'influence directe d'Alain Chartier, considéré comme le plus grand poète français du XVe siècle. Alain Chartier a fortement influencé la vision courtoise de l'amour, pris dans un débat sur les relations entre hommes et femmes et la définition de la noblesse. Il est le seul poète cité par Villon au vers 1805 du Testament pour son legs, c'est-à-dire son legs. François Villon fait référence ici à une certaine conception de la poésie, expliquée par Mühlthaler en note, selon laquelle l'amant malheureux écrit chansons, guises et ballades, pour citer le vers 27 de La Belle Dame sans merci. Ni Villon ni Chartier ne s'identifient à cette figure. On trouvera à la page 202 de l'édition de Jean-Claude Mühlthaler une autre référence à la tradition poétique du temps. Nous sommes au vers 2039 du Testament, c'est-à-dire en fait à la deuxième strophe de la ballade où Villon s'adresse à ses amis. Et à ce moment-là, il apostrophe les faiseurs de lait, de motets et rondeaux, qui sont plus ou moins équivalents à ceux qui sont nommés au-dessus, chantres, galants, coureux, gens d'Hesperie. La figure poétique ne coïncide pas avec celle de l'auteur, puisque Villon n'est pas musicien, ni auteur de motets, ni même de lait, comme l'a été Machaut. On retiendra que François Villon appartient à l'école lyrique française de la fin du Moyen-Âge, mais qu'il est davantage auteur de dits que de formes fixes, et qu'il conçoit son rôle en opposition à la posture d'amant poète adoptée par la plupart des auteurs, de Guillaume de Machaut à Charles d'Orléans. Pour terminer cette introduction, je noterai que la versification médiévale n'est pas un champ très cultivé par la recherche actuelle. Alors on trouvera quelques références en bas de la page 1 du polycopier, et d'abord les études d'Henri Chatelain et de Georges Lotte qui seront peu utiles. En revanche, il semble judicieux de lire l'ouvrage de Daniel Poirion, Le Poète et le Prince, même s'il accorde peu de place à Villon. En effet, Daniel Poirion rend compte du sens des formes fixes, par exemple le déroulement ternaire de la ballade, et il présente tous les maîtres des XIVe et XVe siècles avec un intérêt tout particulier pour Charles d'Orléans, le prince. Ma thèse sur la poétique des œuvres complètes d'Eustache Deschamps cite peu Villon, mais permettra de compléter par des études plus systématiques que celles de Poirion l'analyse de la ballade. On pourra en particulier aller voir le chapitre 5. Il est enfin indispensable de connaître les réflexions de Jacqueline Cerchiglini-Toulet, grande spécialiste de la poésie de la fin du Moyen-Âge, sur 2 phénomènes majeurs chez François Villon, l'insertion lyrique et la mise en recueil. J'en viens à ma première partie, consacrée aux dystrophiques selon François Villon. L'œuvre de François Villon se résume pratiquement à 2 formes, le dit en 8-1 et la ballade. 3 textes relèvent du dystrophique, avec ou sans insertion, le legs, le testament et l'épître à Marie d'Orléans. Les 3 dits n'ont pas la même longueur. Le legs compte 48-1, le testament en compte 186 et l'épître seulement 10. Le legs n'ayant aucune insertion, sa forme est remarquablement régulière du début à la fin. Le commentaire sur la portée symbolique du nombre 40 doit toutefois être évité puisqu'il s'agit d'une version maximale
éditées aujourd'hui, mais que ne connaissent pas les manuscrits. L'épître à Marie d'Orléans est courte et inclut entre la 6e et la 7e strophe une double ballade comptant 6 huitains et un envoi. La forme lyrique avec refrain occupe donc une petite moitié du poème, placée presque au milieu. La forme est donc volontairement variée selon un principe de léger décalage. Enfin, le Testament est à la fois long et riche en insertions, puisqu'il inclut dans la version au programme éditée par Jean-Claude Multhaler 18 ballades et 3 rondeaux. Les insertions lyriques jouent un rôle d'interruption. Ces pièces ont toutes un refrain qui brise par son retour la linéarité du poème, tout en participant à l'effet de monotonie induit par la reprise des rimes entre les strophes. L'omniprésence du refrain dans les rondeaux en fait une forme tout à fait à part. Dans les ballades, le refrain à la fin de la strophe est plus discret. Certaines ballades sont elles-mêmes en huitains, mais d'autres sont en dizains décasyllabiques. La strophe est alors augmentée en largeur et en longueur, le vers étant plus long et le nombre de vers plus élevé. Enfin, presque toutes les ballades ont un envoi de taille variable qui s'oppose au principe de répétition strophique. Finalement, les 21 insertions lyriques, rassemblées ou isolées, placées au milieu ou à la fin du Testament, jouent un rôle efficace de variation formelle par rapport aux 186 huitains. François Villon utilise l'insertion selon un principe de familiarité formelle. D'une part, il n'insère pratiquement que des ballades. D'autre part, il limite la forme des ballades insérées à 2 types de mètres, l'octosyllabe et le décasyllabe, et à 2 types de strophes, le huitain et le dizain, à l'exception de la toute dernière ballade dans l'édition de Multhaler, la 18e, dont nous reparlerons. La variation formelle apportée par les insertions est donc mesurée. Par ailleurs, Villon rapproche parfois ces huitains des ballades en donnant un point particulier au dernier vers, inspiré d'un proverbe. Alors on le voit notamment dans les strophes 75 et 153 du Testament, on le voit aussi aux strophes 7 et 8 de l'épître à Marie d'Orléans. Le refrain d'une ballade peut lui-même être inspiré d'un proverbe. Cette tendance générale de l'écriture strophique où le dernier vers a un poids particulier a donné naissance à un type de dit que Jean Molinet appelle vers septain. Donc vous le voyez dans l'exemplier. Autres vers septins de 7 syllabes et de 7 lignes sont trouvés en plusieurs œuvres dont la dernière ligne chiait en commun proverbe. Et c'est notamment la forme du passe-temps de Michaud-Taillevent. Villon, qui écrit en huitains, ne s'impose pas cette contrainte, mais il choisit de ponctuer à sa guise son dit de proverbe. Plus largement, on constate que les 2 dits strophiques à insertion de Villon sont associés aux ballades qu'ils insèrent par les mêmes principes formels de répétition, de variation et d'accentuation. Si on laisse maintenant de côté la question des insertions, les 3 dits de Villon se résument à première vue à une seule forme répétitive, on le voit sur le très bref tableau en haut de la page 3, un seul type de vers, l'octosyllabe, un seul type de strophe, le huitain, une seule disposition de rime, AB, AB, BC, BC. Mais l'impression de parfaite monotonie est trompeuse. Lisons le huitain 23 du Testament à la page 94 de l'édition au programme. Aller s'en est, et je demeure, pauvre de sens et de savoir, triste, pâli, plus noir que meurt, qui n'est n'écu, rente n'avoir. Des miens le mandre, je dis voir, de me désavouer s'avance, oubliant naturel devoir, par faute d'un peu de chevance. Le lecteur moderne a perdu la conscience rythmique du vers médiéval car il croit ne pas prononcer ce que nous appelons le E muet, qui n'était pas du tout muet au Moyen-Âge. Les arts poétiques définissent les vers par une description rythmique sans leur donner un nom savant. Si l'on prend l'exemple du traité 2 édité par Langlois, nous sommes toujours à la page 3 de l'exemplier,
L'octosyllabe s'appelle une ligne de 8 ou de 9 syllabes. Le décasyllabe, une ligne de 10 ou 11 syllabes. La rime alexandrine est de 12 syllabes en son masculin et de 13 au féminin. Tous les théoriciens s'expriment ainsi jusqu'au XVIe siècle. Je n'en ferai pas la démonstration ici. Pour une étude plus approfondie de la question, vous trouverez dans l'exemplier la référence à mes travaux. Pour se convaincre de la prononciation de ce E final, on pourra se rapporter à la balade de prière à Notre-Dame, à la page 134, au vers 889. On lit « Préservez-moi, que ne fasse jamais ce ». Un monosyllabe, ce, sert de 11e syllabe et de rime féminine à la fin de ce décasyllabe. Ce vers compte 11 syllabes exactement, comme le vers 873, Dame du ciel, régente terrienne, ou le vers 891, le sacrement qu'on célèbre à la messe. Alors on citera en revanche comme variation originale la 3e strophe de la ballade de fortune à la fin du Testament, à la page 204. Cette ballade en 12 compte 5 rimes. Et, hier, indre, 3 rimes féminines, i et on, 2 rimes masculines. Or, la 3e rime en indre change à la 3e strophe, puisqu'au vers 2089, on a la rime en est. La rime a changé de genre, le vers a changé de rythme. Cette variation exceptionnelle était certainement très audible au XVe siècle, même si elle pourrait passer inaperçue à nos mauvaises oreilles du XXIe siècle. Elle mérite d'être commentée. On peut considérer que l'irrégularité surprenante dans le timbre des rimes et le rythme de la strophe fait entendre les brusques revirements de fortune dont parle la ballade, à partir d'exemples de héros subitement morts au sommet de leur gloire. On peut y voir plus simplement une valorisation des 2 vers sur la tyrannie éternelle de fortune, puisqu'on entend ici « ainsi les faits, ainsi le maintiendrait, autre cause ni raison n'en rendrait ». L'octosyllabe est donc, chez François Villon, comme chez tous les poètes de son temps, un vers de 8 ou 9 syllabes, selon qu'il se termine par une rime masculine ou une rime féminine. J'ai proposé d'appeler hétérométrie faible le principe d'alternance rythmique induite par le mélange de rimes masculines et féminines dans un seul type de vers. Lorsqu'un seul genre de rime est utilisé, la strophe est en isométrie pure. Et on pourra parler, lorsque les types de vers sont mélangés, d'hétérométrie forte, mais ce phénomène ne concerne pas Villon. Si on étudie les 3 distrophiques de Villon, on constate un large phénomène d'hétérométrie faible. On le voit dans le tableau au centre de la page 3. La plupart des strophes associent 1 ou 2 rimes féminines avec 2 ou 1 rime masculine. On pourrait remarquer, en adoptant un autre point de vue, que Villon préfère les rimes masculines, ce qui peut s'expliquer pour des raisons lexicales. Mais ce qui nous intéresse, c'est la conséquence rythmique du choix des rimes. Les 3/4 des strophes de Villon sont en hétérométrie faible. Moins d'1/5 des strophes de Villon sont exclusivement en rime masculine et moins de 7% en rime féminine. La répétition sur une strophe entière de vers de 9 syllabes, c'est-à-dire d'octosyllabes à rime féminine, doit produire un effet d'étrangeté dans l'œuvre de Villon, comme dans celle de ses contemporains. En revanche, le mélange des rimes masculines et féminines produit l'effet attendu, habituel et certainement agréable d'alternance, de rythmes pairs et impairs, de 8 et 9 syllabes. Le 8-1 en octosyllabes tous masculins, c'est-à-dire qui comptent tous 8 syllabes, est minoritaire, mais pas rare, et donc inapte aux commentaires. Pour comprendre l'effet d'étrangeté d'un 8-1 composé uniquement de vers de 9 syllabes, on peut aller à la page 132 de l'édition Multaleux.
La strophe 89 du Testament est en isométrie féminine. Item, donne à ma pauvre mère, pour saluer notre maîtresse, qui pour moi eut douleur amère, Dieu le sait, et mainte tristesse. Autre châtel naine forteresse, où me retrait corne âme, quand sur moi court mâle détresse, ne ma mère, la pauvre femme. L'effet de saturation sonore, apporté par l'utilisation exclusive de la rime féminine, sert ici la mise en valeur des figures maternelles, celle de la terre et celle du ciel. Il est intéressant d'étudier la répartition des différents types de strophes selon le genre des rimes. Dans le Testament, on constate que la même disposition des genres de rimes n'est jamais employée plus de 2 strophes consécutives. Alors pour comprendre le phénomène, on peut regarder le tout début du Testament. On voit que les 2 premières strophes ont 2 rimes féminines, tandis que les suivantes n'ont qu'une seule rime féminine, alors soit la première, soit la deuxième, soit la troisième place. Ensuite, les strophes 6 et 7 ont 2 rimes féminines, et les strophes 8 à 10 ont une seule rime féminine, et jamais à la même place. La strophe 11 est la première à rime seulement masculine. Alors, je ne continue pas la démonstration, mais l'impression donnée par le début du poème est tout à fait confirmée par la suite. Villon applique avec rigueur un principe de variation rythmique au sein de son dystrophique. En ce qui concerne les rimes, et donc le rythme, il y a finalement plus de variations dans les 8 ans que dans les ballades, puisque les ballades répètent 3 fois exactement le même schéma strophique, tandis que les 8 ans varient le timbre des rimes systématiquement et ne répètent jamais plus de 2 fois le même rythme. Cet impératif de légère variation rythmique n'est pas valable pour le lait. Dans les 10 premières strophes, Villon alterne très régulièrement les strophes avec une seule rime féminine et les strophes purement masculines. Mais on note que les strophes 13 à 15 ont toutes les 3 la même disposition pour le genre des rimes FMF, rime féminine, puis masculine, puis féminine. Peut-être est-ce une manière d'isoler dans l'énumération des legs la figure de Robert Vallée, auquel sont précisément destinées ces strophes 13 à 15. De manière plus audible encore, les strophes 24 à 28 du lait sont écrites uniquement en rime masculine, mais je n'y vois pas de raison particulière. Le cas de l'épître à Marie d'Orléans est plus complexe. On constate la même variation rythmique que dans le Testament, dans la mesure où la disposition des genres de rimes varie systématiquement entre les strophes. Mais l'effet le plus audible est la valorisation de la terminaison féminine, grammaticale et métrique, associée à la figure de Marie d'Orléans. L'épître à Marie d'Orléans est marquée très largement par l'association entre la princesse, nommée au vers 5, Marie, nom très gracieux, objet et destinatrice de la louange, et des termes féminins mis en valeur par le texte. Alors, on peut se reporter à la page 316. Donc, dans le tout premier huitain, Marie est à la fois une conception, un sillon, un don, un fonce, une source, une joie et un confort. Le genre féminin est mis en valeur par les 2 participes passés accordés au féminin en tête des 2 premiers vers, louer, envoyer. À plusieurs reprises dans le poème, sans que cela soit systématique, de nombreuses formes grammaticalement féminines sont placées en fin de vers et combinent ainsi l'idée du féminin avec une rime féminine qui allonge le vers. Par exemple, le 3e et 4e huitain, à la même page, on trouve des participes passés, extraite, traite, portraite, conçue, reçue, tissue. Or, le poème fait précisément référence à un débat sur la naissance de Marie, seule fille
qu'aucune gens aurait désiré que fussiez un fils, comme on le lit au vers 33-37. L'argumentation de Villon consiste à donner à Marie toutes les qualités masculines avant de lui reconnaître celles d'une femme. Dans les 3 premières strophes de la double malade, qui sont, elles, toutes masculines, Marie est un bien, comme dans le refrain, comparé à Saint Jean-Baptiste. L'arrivée de rimes féminines à la 4e strophe, à la page 320, n'accentue pas vraiment la féminité de l'enfant. C'est à l'apostrophe de l'envoi, princesse, que le poète clame cette qualité. Et ensuite, à la strophe 9, après la ballade, Villon donne par une énumération de figures féminines exemplaires un contrepoids à la comparaison avec Jean-Baptiste, puisque Marie est à la fois Cassandre, Écho, Judith, Lucrèce, Didon. Elle est aussi, pour le poète, sa seule dame et maîtresse, digne pucelle, sa demoiselle. Les 3 substantifs féminins, à la rime, à la fin du poème, font entendre la supériorité de la figure féminine par opposition à celui nommé au dernier vers, le pauvre écolier François, humble figure masculine. Que retenir de la forme des dystrophiques de Villon? Le lait présente une forme remarquablement homogène, sans insertion lyrique. Il est entièrement constitué de 8 teints octosyllabiques, où seul le mélange de rimes masculines et féminines entraîne une légère variation rythmique, non régulière ni systématique. L'épître à Marie d'Orléans est un dystrophique bref, construit sur un principe de décalage. Le poème laisse une large place à la ballade, qui ne constitue ni tout à fait sa moitié, ni tout à fait son milieu. Entièrement écrit en 8 teints octosyllabiques, à l'exception du quatrain de l'envoi, le dit exploite les variations offertes par le mélange des rimes masculines et féminines pour soutenir sur un plan rythmique, grammatical et symbolique l'éloge de la princesse. Enfin, le testament est un dit long, où les 8 teints alternent avec une quinzaine de ballades et 3 rondeaux. La strophe change de largeur et de longueur sans régularité, de même que les rimes masculines et féminines changent constamment le rythme du vers. Les refrains des formes fixes entrent dans la stratégie plus large de répétition et de dispersion du testament parodique. Je vais maintenant aborder, dans ma 2e et dernière partie, les formes fixes de Villon. L'expression de forme fixe a sans doute été inventée par Théodore de Banville dans son petit traité de poésie française édité en 1872. J'ai nommé poèmes traditionnels à forme fixe ceux pour lesquels la tradition a irrévocablement fixé le nombre de vers qu'ils doivent contenir et l'ordre dans lequel ces vers doivent être dispersés. La définition est fausse, comme le montre l'étude de la versification, parce qu'elle est trop exagérée. Mais elle reflète une tendance réelle, l'existence de contraintes, qui, tout en laissant une grande liberté rythmique et thématique au poète, lui imposent des correspondances formelles et souvent la reprise codifiée d'un refrain. Alors, définissons très brièvement les 4 formes fixes. Le lait est une poésie longue à 12 strophes sans refrain. La règle est celle de la variation. Le virelet est une poésie de taille moyenne à refrain initial. Nous n'en parlerons pas plus puisque Villon n'a pratiqué ni l'un ni l'autre. Le rondeau est une poésie courte à refrain initial. Villon en a laissé fort peu à la postérité. La ballade est une poésie de taille moyenne à refrain final. Villon en a écrit de très belles et très connues, mais pas beaucoup non plus. En fait, les années 1370-1400 correspondent à la grande période où l'on a écrit des ballades, tandis que le rondeau est davantage pratiqué au XVe siècle. Charles d'Orléans est le grand maître des formes fixes du XVe siècle et non François Villon.
Alors, on verra en bas de la page 3 de l'exemplier la description des 4 rondeaux édités par Jean-Claude Multaler. Je ne m'attarderai pas sur l'hésitation dans la dénomination des 3 rondeaux du Testament, les, rondeaux, bergeronnette, chansons, versets, selon les manuscrits et les éditions, puisque de toute façon, il s'agit évidemment de rondeaux. Le 4e rondeau de l'édition Multaler, Jeannin la venue, a un refrain de 2 vers seulement et un vers de 5 syllabes. Il pose un problème d'attribution car il n'apparaît que dans le jardin de Plaisance. Jacqueline Cerchilini-Toulet ne le retient pas dans son édition, ce qui peut très bien se comprendre. La pièce a de toute façon peu d'intérêt. Les 3 rondeaux insérés dans le Testament sont écrits en octosyllabes comme les strophes du dit. Ils ont un refrain de 4 vers, A, B, B, A, forme habituelle. La première strophe compte 2 vers sur les rimes A, B, et la deuxième strophe compte 4 vers sur les rimes du refrain A, B, B, A. Alors prenons un exemple, le premier rondeau inséré à la page 140. Jean-Claude Multaler édite ce rondeau selon un principe de retour du refrain identique au couplet. La reprise médiane compte donc 2 vers, A, B. La reprise finale en compte 4, A, B, B, A. Alors, il se trouve que dans ce rondeau, le refrain est bien constitué de 2 parties. Mort, j'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse raville. Il s'agit d'un énoncé suffisant, qu'on trouve au milieu du rondeau, et qui est complété au début et à la fin du poème par « Et n'est pas encore assouvie si tu ne me tiens en langueur ». Ça, c'est la présentation choisie par Jean-Claude Multaler. Il faut noter que les reprises sont indiquées par un seul mot dans les manuscrits. Même quand on est certain que le refrain est abrégé, la longueur de la restitution est discutable. Aucun traité médiéval n'a fixé de règles sur la reprise des refrains, et les usages des copistes et des auteurs sont très variables. Au XIVe siècle, un rondeau musical suivait cet usage d'une reprise médiane partielle et d'une reprise finale complète. Mais au XVIe siècle, s'impose le rondeau à rentrement où un seul mot du refrain seulement est repris. Alors pour les rondeaux du XIVe et du XVe siècle non mis en musique, il est impossible de statuer. Il n'est peut-être pas nécessaire de s'étendre sur cette épineuse question sur laquelle on trouve une abondante bibliographie, étant donné qu'il n'y a que 4 rondeaux au programme. Mais il semble tout de même judicieux de s'interroger sur la longueur possible du refrain, ce que suggère Jacqueline Cerchilini-Toulet dans son édition. En effet, elle choisit de ne reprendre que le premier mot du refrain, ici « mort », comme dans le manuscrit, au milieu et à la fin du poème. Elle ajoute à la toute fin un « etc. » final entre crochets. Elle laisse ainsi le lecteur libre d'y voir la première attestation d'un rentrement ou de développer chaque reprise comme il l'entend. Alors pour vous montrer qu'il est possible d'avoir plusieurs lectures de ce rondeau, je suggère de ne garder que le seul mot « mort ». Lecture intéressante si on l'inclut syntaxiquement dans la phrase précédente. Ainsi, on pourrait lire « Mais que te nuisait-elle en vie, mort ?» au milieu du rondeau. Et à la fin, « Force est que dévie, voir, ou que vive sans vie, comme les images par cœur mort. » Pour les 2 autres rondeaux du Testament, Jacqueline Cerchilini-Toulet en reste au même principe de garder les tout premiers mots, donc au retour et repos, tandis que Jean-Claude Multaler choisit cette fois de ne reprendre qu'un seul vers, au milieu et à la fin du poème. Là encore, je laisse le lecteur choisir. Les ballades de François Villon sont plus nombreuses. C'est la seule forme fixe que Villon a souhaité composer, ou en tout cas conserver, puisqu'elle a été jugée digne d'être incluse dans son testament et d'être signée quand elle n'a pas été recueillie.
Dans l'édition de Jean-Claude Multaler, qui suit le manuscrit C, 18 ballades se trouvent incluses dans le Testament, dont 4 rassemblées à la fin. Alors, la 16e ballade commence par « Ici se clôt le Testament et finit du pauvre Villon ». Et cette 16e ballade devrait être considérée comme la dernière pièce, comme dans le manuscrit A. Mais Jean-Claude Multaler préfère s'en tenir à la présentation de C. Il remarque en note, au vers 2071, la parenté des ballades 17 et 18 qui citent le nom du poète dans le refrain. Et il les interprète comme un codicille au Testament. Alors, le programme de cette année nous oblige à en faire une partie du Testament, même si l'on constate que la forme du dit en est un peu bouleversée, puisque se succèdent 4 pièces à forme fixe, et par ailleurs qu'apparaît le 12-1 dans la toute dernière ballade, alors que les formes des ballades précédentes étaient moins variées. Jean-Claude Multaler édite les 13 autres ballades écrites par Villon et conservées sous le titre de Poésie diverse, c'est-à-dire en fait poésie prise à divers manuscrits ou imprimés. On trouvera la description de ces pièces à la page 4 de l'exemplier. On peut constater en remarque préliminaire que la place ou la fonction ne change rien à la forme. Les ballades insérées dans le Testament ne sont pas différentes des autres. Par ailleurs, les ballades sont un lieu particulièrement propre à la signature de l'auteur, dans le Testament et en dehors. Alors, on vient de le noter pour le refrain des ballades 17 et 18. Le nom apparaît aussi au vers 2 de la ballade 16 du Testament et au vers 3 de la Poésie diverse 12. On trouve enfin le nom de l'auteur en acrostiche dans la première strophe de la ballade 7 du Testament et dans l'envoi des ballades 6 et 13 du Testament et des Poésies diverses 3, 5 et 14. Les 31 ballades de Villon conservées forment un ensemble cohérent pour l'auteur et peu varié. À l'époque de Machaut et dans les Puits, les poètes font nettement la différence entre la ballade à 3 strophes sans envoi mais avec refrain et le chant royal à 5 strophes avec envoi mais sans refrain. Cependant, dès l'époque de Deschamps, les poètes de cour pratiquent la ballade à 3 ou 5 strophes, toujours avec refrain, mais par contre suivi ou non d'un envoi. Chez Villon, toutes les ballades ont un refrain. Elles comptent toutes 3 strophes et un envoi, avec seulement 3 exceptions. La 5e ballade du Testament compte en effet 6 strophes sans envoi. La ballade insérée dans l'épître à Marie compte 6 strophes et un envoi. Par ailleurs, le timbre des rimes change à la 4e strophe. Enfin, 3e et dernière exception, la 4e ballade des Poésies diverses contient 4 strophes et un envoi. Il a en fait toujours existé des ballades exceptionnelles, à 2, 4, 6, voire 10 strophes. La ballade est une forme fixe, mais non figée. Elle accepte certaines irrégularités. Et c'est selon ce principe de relative liberté créatrice qu'il faut comprendre la forme de la ballade des Proverbes à 4 strophes. Les ballades à 6 strophes, ou doubles ballades, sont aussi rares. Alors, on ne les confondra pas avec ce qu'on peut appeler les ballades redoublées, qui sont en fait plusieurs poèmes distincts composés sur le même refrain. Et ces ballades redoublées sont parfois à l'origine d'une composition musicale polyphonique. Ici, il s'agit de doubles ballades, c'est-à-dire de ballades longues, 2 fois plus longues que l'ordinaire, qui ne constituent qu'un seul poème continu. Et on connaît fort peu d'exemples de ces pièces, de ces longues ballades. Eustache Deschamps en a composé 2 et Guillaume de Machaut 1, qui ne sont pas dotés d'envoi. Jean Molinet propose un exemple avec envoi dans son traité. Et j'ai donné la définition à la page 4 de l'exemplier. Ballades, fatoises ou jumelles sont 2 ballades communes tellement annexées ensemble que le commencement de l'une donne refrain à l'autre.
Molinet cite une pièce du Mystère de Saint-Quentin où toutes les strophes commencent et se finissent par les mêmes vers qui sont alternativement en tête et en queue de strophe. Maurice, le beau chevalier, et ô terrible prodiction. Donc là, la double ballade est une seule pièce, mais constituée quand même de deux pièces d'origine différente. En fait, l'auteur entrelace deux textes qui sont de thèmes différents, puisque une pièce fait la louange du saint, l'autre la dénonciation de ses ennemis. L'art et sciences de rhétorique donne la même définition que Molinet, avec un exemple différent. Les points communs avec la ballade insérée de Villon dans son épître à Marie d'Orléans sont, d'une part, la présence d'un envoi, après les 6 strophes, et d'autre part, la structure très rare en coblas-doblas, c'est-à-dire que le même poème utilise 2 schémas de rimes différents. Villon fait tout de même peu d'expérimentation formelle dans ses ballades. On constatera en bas de la page 4 de l'exemplier que la taille des strophes est très peu variée dans ses ballades, comme dans le reste de son œuvre. Comme dans ses dits, où règne le huitain octosyllabique, Villon compose surtout des ballades à strophes carrées. Le conseil est donné par Jean Molinet. Dans la ballade commune, doit chacun couplet, par rigueur d'examen, avoir autant de lignes que le refrain contient de syllabes. Alors cette règle est strictement suivie dans les concours du Puy, puisque le nombre de syllabes du refrain, rimes comprises, impose la taille de la strophe. Donc si on donne au concours un refrain qui est un décasyllabe à rime féminine, cela veut dire qu'on impose que la pièce soit en strophe 11-1. En revanche, si au concours on met un refrain qui est un décasyllabe à rime, un décasyllabe à rime masculine, alors la strophe devra être un 10-1. François Villon suit la règle avec moins de rigueur, puisque les ballades en 8-1 octosyllabiques ont des refrains qui sont à rime masculine ou féminine, peu importe. Et de même, les ballades en 10-1 décasyllabiques ont des refrains à rime masculine ou féminine. Alors vous constaterez, à la page suivante de l'exemplier, que les grands auteurs de ballades font fi de cette règle de la strophe carrée. La strophe carrée ne représente qu'un tiers des ballades de Deschamps et de Charles d'Orléans, et bien moins chez les autres. Les auteurs introduisent en général plus de variété que Villon dans le choix du maître, puisqu'ils écrivent aussi des ballades en heptasyllabes ou en mêlant des vers de différentes longueurs. Cependant, l'essentiel des ballades écrites au XIVe et au XVe siècle combine un vers de 8 ou 10 syllabes, si on fait abstraction de la rime féminine, sur 8 à 10 vers. Les ballades de Villon sont peu variées et tout à fait normales. Il existe 2 types de dispositions de rimes. La strophe peut commencer et se terminer par des rimes croisées, et c'est ce que fait toujours Villon. Par exemple, dans le 8-1 en AB, AB, BC, BC. Mais chez d'autres auteurs, en particulier Guillaume de Machaut, on trouve aussi des ballades où la strophe qui commence par des rimes croisées se termine par des rimes plates. Par exemple, un septain en AB, AB, B, C, C. Des variations atypiques sont aussi possibles, mais Villon est sur ce point très peu inventif. Il l'est davantage dans ses envois. C'est Eustache Deschamps, par sa pratique et par ses explications dans l'art de dictier, qui rend possible, mais non obligatoire, la présence de l'envoi dans les ballades de 3 strophes. Villon varie la forme de ses envois selon son inspiration, même si ses ballades en 8-1 se terminent presque toutes par un envoi de 4 vers, tandis que les ballades en 10-1 ont un envoi qui peut compter 4 à 7 vers. Villon ne suit pas toujours exactement la règle proposée par Jean Molinet, que j'ai donnée dans l'exemplier, et est à noter que tout envoi, lequel à la fois se commence par prince, a son refrain comme les autres couples, mais il ne contient que 5 lignes au plus et prend ses terminaisons et rimes selon les dernières lignes des dessus-dits couples. En effet, les envois les plus longs de Villon font plus de 5 vers, sans compter le refrain, et ils ne reprennent pas la disposition de rime de la fin de la strophe.
Ces exceptions formelles sont presque toujours associées à la signature de l'auteur en acrostiche. L'effet visuel de l'acrostiche est, semble-t-il, remplacé dans le cas d'une réception orale de la pièce par l'effet sonore de l'allongement de l'envoi qui commence par des rimes plates en CCCD, CCD le plus souvent. L'envoi hérité des concours du Puy était initialement adressé au prince du Puy, chargé de juger la pièce. La pratique curiale de la ballade a transformé le destinataire, qui peut être une princesse comme Marie d'Orléans ou un prince d'Ulysse. L'envoi commence normalement par le mot prince. L'infortuné appelle même prince l'envoi lui-même, comme vous pouvez le voir dans la citation donnée dans l'exemplier. Chez Villon, 12 envois commencent par la traditionnelle apostrophe au prince. 2 font d'ailleurs explicitement référence au rôle de juge hérité du concours du Puy. Il s'agit des ballades 11 et 12 du Testament. 9 autres apostrophes apportent une modification elle-même finalement traditionnelle lorsque le prince est qualifié. Donc par exemple quand on a prince amoureux, ou lorsqu'il est féminisé, princesse, ou lorsqu'il est décalé en fin de vers. 3 apostrophes seulement sont originales. Il s'agit de l'adresse de la belle Hommière aux filles, c'est la ballade 4 du Testament, de la leçon de fortune à François, à la ballade 18, et enfin de la conclusion de la poésie diverse 14, où le deuxième vers de l'envoi précise comme destinataire de la pièce « jeunes et vieux ». Dans 6 ballades, l'envoi ne nomme aucun interlocuteur, mais la situation d'énonciation est en fait parfois explicitée par le reste de la pièce. Ainsi, toute la ballade 14 du Testament est adressée aux enfants trouvés, selon le vers 1660. La poésie diverse 5 est constituée entièrement d'un dialogue entre Villon et son cœur. Enfin, la poésie diverse 3 adresse le premier vers de l'envoi à un interlocuteur qui n'est pas nommé. Voulez-vous que Vertet vous dise ? Nous terminerons cet exposé en revenant sur le genre des rimes. C'est à propos de la ballade, en effet, qu'est formulée pour la première fois l'idée d'un mélange des rimes masculines et féminines dans l'art de dictée de Stagéchamp. Vous avez la citation. Exemple de ballade de divers de 10 et 11 syllabes. Et se doit-on toujours garder, en faisant ballade, qui peut, que les vers ne soient pas de même pied, mais doivent être de 9 ou de 10, de 7 ou de 8 ou de 9, selon ce qu'il plaît au faiseur, sans les faire tous égaux, car la ballade n'en est pas si plaisant, ni de si bonne façon. Le conseil donné par Deschamps est de mêler les rimes masculines et féminines dans des ballades qui utilisent par ailleurs un seul type de vers, en l'occurrence le décasyllabe, pour l'exemple qui suit. Et c'est seulement dans l'abrégé de l'art poétique de Ronsard que sera énoncé le principe d'alternance des rimes. Ce conseil qui concernait en fait d'abord des poésies destinées à être mises en musique deviendra une règle de versification française à l'imitation de Ronsard. L'étude des ballades des XIVe et XVe siècles montre que les auteurs de ballades sont presque tous sensibles au principe du mélange des genres de rimes, donc à la variation des rythmes des vers. L'isométrie masculine est largement tolérée dans les ballades, quoiqu'elle soit toujours minoritaire, tandis que ce que j'appelle l'hétérométrie faible, c'est-à-dire le mélange des genres de rimes, est toujours préférée. En revanche, l'isométrie féminine est évitée par presque tout le monde. Sur ce point, seule Christine de Pisan fait exception. Villon n'a composé qu'une seule ballade à rime toute féminine. Machaut et Charles d'Orléans en ont composé 2 sur plus de 100 pièces et Deschamps 15 sur plus de 1000 pièces. Est-ce vraiment un hasard que la ballade à rimes exclusivement féminines chez François Villon soit la ballade et doctrine de la belle Hommière aux filles de juin, celle que l'on trouve à la ballade à la page 114. Donc c'est la ballade 4 du Testament. Alors la strophe 55 qui précède aux pages 112-114 a déjà enchaîné les rimes féminines pour ralentir et mettre en valeur l'éloge paradoxal du corps féminin en faisant entendre en fin de vers, jusqu'à la 9e syllabe, ces déformations, contraites, bossues,
retraite. Et aussi ses parties anatomiques les plus érotiques, tête, cuisse, cuissette. Le lien entre la strophe 55 et la ballade qui suit est assuré notamment par l'image des saucisses au vers 524, repris par celle qui les fabrique, la jante saucissière. La ballade à rime exclusivement féminine ne fait pas entendre un nombre élevé de mots féminins sur le plan grammatical ou lexical. Mais le lecteur doit être frappé par l'enchaînement de 28 vers qui comptent tous 9 syllabes sur toute la ballade, et cet enchaînement de vers féminins est même un peu plus long puisqu'on en a du vers 528 jusqu'au vers 561. À la question « Les rimes ont-elles un sexe ?» l'étude des textes médiévaux permet de répondre non dans la plupart des cas. La rime féminine a essentiellement un rôle métrique en allongeant le vers d'une syllabe, le plus souvent dans un système d'alternance. Son utilisation exclusive donne de la gravité au texte qui s'allonge. Le cas est un peu différent chez certains auteurs. Christine de Pisan associe l'usage de la rime féminine à l'étrangeté, qui est associée à son sexe mais ne s'y réduit absolument pas. Et chez François Villon, la rime féminine entre parfois dans une valorisation ambiguë du sexe féminin. C'est ce que semble prouver l'étude de l'épître à Marie d'Orléans et de la ballade de la belle Homère. Et à l'issue de cet exposé, il me reste à vous souhaiter à tous un bon travail sur François Villon. Merci.